C'est le fruit d'une longue quête. Après 20 jours de ratissage dans le désert, les soldats français viennent de faire une prise importante. Un berger a été interpellé. Il pourrait s'agir d'un djihadiste. Son équipement intrigue les soldats. Il y a une patrouille qui est tombée sur une ressource, en l'occurrence une moto. Ils sont approchés de la moto, là ils ont découvert que c'était une moto de terroriste avec tous les signes. Parce qu'en plus sur cette moto on a trouvé une Kalash K47, des munitions, des chargeurs plein de munitions. Et tout autour on a trouvé un personnel qui était à proximité immédiate qui essayait de fuir, qu'on a récupéré. Plus des affaires qui sont un peu sont pas naturelles pour un berger. Beaucoup trop d'eau pour une personne et surtout il y a beaucoup de vêtements et ça peut être souvent des terroristes qui viennent le voir et qui viennent se changer chez lui. En fait c'est pas forcément un terroriste en tant que tel, mais plutôt un facilitateur. Pour en avoir le cœur net, le contenu de ces téléphones est analysé. Donc ça, c'est là-dessus qu'il y a les photos et tout. C'est un bon client. Parce que là on a tout ce qu'il faut, on a des vidéos de propagande, des images de propagande, on a la Kalash, on a la moto, on a total quoi. C'est le même genre de vidéos à chaque fois, des images de propagande, des vidéos de propagande avec des chants coraniques et des chèvres en photo. Pour des raisons de sécurité, un bandeau et un casque empêchent le prisonnier de voir et d'entendre ce qui se passe autour de lui. Son identité est enregistrée dans une base de données. À la radio, un capitaine demande de plus amples informations. Il s'agit d'un jeune Malien de 18 ans, inconnu jusqu'ici des services de renseignement. C'est confirmé, la zone de recherche est bien un repère de groupes armés. Alors tout le monde reste aux aguets. On les entend et on sait qu'ils sont là. Encore des mecs. Mais voilà, on sait qu'ils sont présents. On arrête de faire des bons pour le moment. Voilà, on a trouvé un, ils en ont trouvé deux là-bas, donc ils sont fuyants. Par contre, ça n'empêche pas qu'ils puissent y avoir des embuscades. Ici, dans cette région, il y a un mois, là, à quelques centaines de mètres, ici, une embuscade qui a fait plusieurs morts chez les Tchadiens. On surveille la zone, on remballe les ressources, des sacs en le craft, et puis après on se casse. La Kalachnikov est saisie et la moto détruite pour qu'elle ne puisse pas servir à d'autres terroristes. Vous pouvez déjà commencer à percer les pneus. Le prisonnier, lui, est transféré dans les mains des militaires maliens. Voilà désormais plus de 8 ans que les forces françaises sont engagées au Sahel, dans une guerre face à un ennemi peu visible, mais toujours très actif, et sur un territoire grand comme l'Europe. Pendant plus d'une semaine, nous avons suivi l'une des dernières missions antiterroristes de Barkhane, au milieu du désert, à 800 km au nord-est de Bamako. Elle mobilise 1800 soldats français et 600 Maliens. Pour s'y rendre, il faut prendre 2 avions, de Niamey à Gao, puis de Gao à Ombori, et enfin un hélicoptère, direction le sud-ouest. Des paysages de western époustouflants, mais une nature hostile. À l'arrivée, une tempête de sable menace. C'est le mur de sable, on va se le prendre dans 3 minutes. Cette année, ce qu'on appelle le front intertropical est remonté plus haut que prévu, plus tôt que prévu.
Donc c'est pour ça que depuis quelques jours, nous avons régulièrement des tempêtes de sable, voire de la pluie, ce qui est un peu exceptionnel en cette saison. But annoncé de l'opération, assécher les ressources des groupes armés terroristes, c'est-à-dire trouver et confisquer armes, munitions ou motos. Ce soir, sur la base avancée, le capitaine Charles expose à la tombée de la nuit la mission du lendemain à ses lieutenants. Demain, du coup, après 10 jours d'action dans l'Azir 24, on entame un mouvement vers le nord-est pour opérer dans l'Azir 35 à compter du 20. Donc le temps 1, de 5h15 à 9h15. Renseignement entre Lima Delta et Lima 3. La situation ennemie, similaire au jour précédent, adoptant une posture permanente de dissimulation, ils vont chercher à éviter le contact et à préserver leurs ressources, leur capacité de combat face à nous. Néanmoins, ils n'hésiteront pas à engager le combat et ou à piéger nos itinéraires pour nous causer des pertes. Dans la zone, gravitent des combattants du GSIM, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, responsable de nombreuses attaques et prises d'otages, comme celle un mois auparavant du journaliste Olivier Dubois. Un ennemi très discret, mais qui cherche toujours à s'en prendre à l'armée française. Moi j'ai une mission demain de reconnaître un itinéraire et en fait de prendre tout le renseignement possible entre mon point de départ et mon point d'arrivée. Du renseignement sur le terrain, du renseignement justement sur l'itinéraire, praticable, pas praticable, du renseignement sur l'ennemi. Et également ma mission de reconnaissance, elle vise à faire bouger les éventuels éléments ennemis qui seraient dans la zone pour pouvoir justement avoir un petit peu plus de renseignements et le pousser, le bousculer dans ses retranchements. Le départ a lieu le plus tôt possible pour surprendre l'ennemi. Les militaires quittent leur lieu de bivouac à 5 h du matin. Embarqué verrouillé les gars ? Oui, c'est bon. Avant d'arriver sur la zone de fouille, une trentaine de kilomètres à parcourir. Pour éviter les mines ou les IED, ces engins explosifs improvisés, les véhicules ne roulent jamais sur les routes ou les pistes. Ils traversent les prairies desséchées, les lits de rivières ou les pierriers. À l'arrière de ce blindé, 8 soldats calés comme ils le peuvent. Les chocs sont incessants. On est assez serré. Après, on arrive à faire de la place avec les sacs. La menace des IED est réelle. Ils ont causé la mort de la moitié des 50 soldats français tués au combat durant l'opération Barkhane. 2 mois plus tôt, un blindé de l'unité a sauté sur une mine. À son bord, les hommes assis aujourd'hui en face de nous. Voyager confortablement aux États-Unis, L'état du véhicule témoigne de la violence de l'explosion. Protégés par le blindage, les soldats s'en sortent avec des troubles de l'audition. Mais pour tous, l'appréhension est permanente. Ça a marqué les esprits pour tout le reste de la mission et il faut faire attention parce que forcément ça reste dans la tête des hommes et après à chaque moment de roulage, à chaque bosse un peu trop fort, forcément ils repensent à ce moment-là. Après plusieurs heures de reconnaissance, les soldats arrivent dans la zone de recherche définie. Un village est particulièrement ciblé, suspecté par les renseignements de Barkhane de servir de refuge à des djihadistes. Présence des gars qui sont surpris de pouvoir arriver, qui déclenchent leur réseau de sonnettes pour alerter. Je ne veux pas perdre de temps et je relance l'action rapidement vers notre zone d'objectif. Les hommes au sol disposent d'un appui aérien. Un avion de chasse Mirage 2000 est chargé de repérer tout mouvement suspect. L'arrivée des blindés fait visiblement bouger l'ennemi. Ce soir, on confirme 1000 motos avec 2 pages dessus. Il n'y a pas d'effet en haut, mais avec la hauteur, c'est compliqué pour lui de faire ça. La moto, elle est partie d'un heure et ensuite
Chaque moto repérée fait l'objet d'une vérification. C'est l'engin de déplacement favori des groupes armés terroristes. Pour collecter des renseignements, prendre la température et montrer leur présence, les soldats de la force Barkhane entreprennent une patrouille dans le village. La manif, ça va prendre liaison avec les gens du village, essayer d'arriver à obtenir un peu de renseignements sur ce qui se passe dans la région. Est-ce qu'ils voient des groupes terroristes qui se promènent dans la région, qui viennent se ravitailler ici? Bon, c'est toujours compliqué d'avoir du renseignement, on passe pas longtemps, on ne peut pas créer des liens avec eux. En tout cas, on essaye, et après, on essaye aussi d'observer dans les villages, parce qu'on voit des choses qui sont particulières, des motos qui sont camouflées, etc. De l'armement, c'est très rare que les gars se promènent avec. En général, ils les planquent dans les bois autour. On essaye de faire le point un petit peu de tout ça, d'essayer de caractériser les villages, savoir s'ils sont plutôt pro pour la force Barkhane ou pro pour les groupes armés terroristes.